Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Survivalist Social Club. Le Survivalist Social Club, c'est là que j'invite des gens comme vous et moi qui se préparent. Comment, à quoi, pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir, mais surtout de comprendre. Ici, il n'y a rien à vendre, on ne fait la promotion de rien. On partage nos expériences en toute simplicité et ce, dans la bonne humeur. Alors, asseyez-vous et prenez un verre. Mon invité de ce soir est connu comme le loup blanc dans le petit monde des autonomistes. Il a réussi ce que peu d'entre nous ont réalisé, allier son métier à son mode de vie. C'est un bâtisseur, un entrepreneur. Et oui, il entreprend de bâtir son avenir avec un projet hors du commun. Et force est de constater qu'il est sur le bon chemin. Mon invité est en route vers l'autonomie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir David de la chaîne En route vers l'autonomie. Bienvenue David. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Écoute, je suis ravi d'être avec toi ce soir. J'ai la chance depuis quelque temps effectivement de m'être intéressé à ce monde de l'autonomie et je suis ravi de partager un petit peu ce soir mon expérience avec tout le monde. Et étant moi-même un auditeur régulier de ta chaîne, je suis ravi de passer ce moment avec toi. Eh bien, c'est un plaisir partagé. L'honnêteté me doit d'avouer que c'est la deuxième fois que nous faisons l'enregistrement, du moins le début de notre Survivalist Social Club. Un problème technique nous ayant contraint de redémarrer. Mais bon, on est là, on est bien installé. Je crois que tu es avec un petit verre de vin, c'est ce que tu me disais ? Oui, tout à fait. Ça s'appelle la Dilettante. C'est un vin bio nature que j'ai acheté lors de nos voyages avec ma femme, même si nous n'en faisons pas beaucoup. Nous sommes allés dans les Pays de la Loire et donc du coup ce vin est délicieux et j'ai été le prendre dans mon épicerie puisque je me suis dit qu'il serait dommage de passer ce moment ensemble sans avoir un petit verre de vin à la main. Ah, c'est clair et ça fait vraiment plaisir. Alors David, commençons. Même si je me doute, bien sûr, que le plus grand nombre de nos auditeurs te connaissent, il est quand même de tradition un petit peu de se présenter. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire éventuellement qu'on ne connaîtrait pas sur toi ? Alors, déjà, je m'appelle David, pour éventuellement ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai 38 ans. Je suis marié à Adeline, 31 ans, et nous avons 2 enfants, Gabriel, 11 ans, et Raphaël, 3 ans. Et nous vivons à Cerisy-la-Forêt en Normandie, dans la Manche plus précisément. Et nous y avons monté un petit camping à la ferme qui est en partie sur la thématique de l'autonomie, mais également où nous partageons notre amour de la nature et notre amour de la région. Et le plaisir de l'accueil, parce que j'ai cru comprendre que ça a toujours été plus ou moins ton métier. Tout à fait. Avant d'arriver dans ce lieu, donc depuis 3 ans, j'étais directeur d'un gros camping. Donc ce camping, je l'ai quitté tout simplement parce que même si j'adorais le boulot, je m'y retrouvais pas humainement, écologiquement, et en plus, même si ma situation financière était très bonne grâce à ce lieu, que ce soit en termes de salaire et d'avantages comme le logement, les charges, etc., je ne pouvais pas avancer sur la partie autonomie et c'est bête à dire, mais si j'étais resté, je serais probablement devenu beaucoup plus feignant sur ma préparation puisque dans une situation plutôt confortable. Très bien, je vois très bien. Donc, je le répète, tu vis donc en Normandie au sein de ton camping, qui conjugue également une boutique de produits régionaux d'où vient justement ton petit verre de vin, et quelques hectares de terre que tu as aménagés. Et justement, à propos de ces aménagements, alors je parle d'un point de vue survivaliste, tu m'auras compris, quelles sont les dispositions que tu as mis en œuvre afin de te rapprocher de ton objectif d'autonomie ? Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que donc ce camping, c'est un petit peu
entre guillemets une excuse dont je me suis servi pour pouvoir acheter du terrain et pouvoir mettre toutes mes installations parce que ça a pu être acquis après avoir fait des grands sourires à la banque en disant que je montais un camping, mais bon, je leur ai pas dit que c'était également pour ça. Et donc du coup, au niveau des différentes dispositions, alors il faut savoir que nous n'avons pas financièrement d'énormes moyens, donc nous n'avons pas pu mettre en place des grosses infrastructures. Nous, on s'est surtout concentré sur la partie élevage, la partie l'eau, parce qu'on a le puits ici, ça c'est quand même important. Le principal. Sur la partie alimentation, donc tout ce qui est culture, etc. Mais également sur l'acquisition d'outils manuels, d'outils simples, quelques outils mécaniques également. Et donc le camping, là encore, est une bonne manière d'acquérir tout cela, puisque plutôt que de l'acheter par soi-même. Et donc du coup, ce matériel, l'avantage, c'est que il peut servir autant pour le camping que pour nous. Et je vais prendre un exemple très concret. Pour cet été, donc on a mis en place une activité. Donc on essaie de mettre des activités sur le thème de l'autonomie. Et donc on a mis en place une activité pour que les gens apprennent à faire eux-mêmes leur beurre. Donc c'est-à-dire que j'ai acquis une très belle baratte à beurre ancienne, mais également plus dure à trouver encore, une très belle écrémeuse ancienne et parfaitement fonctionnelle. Et donc du coup les gens vont faire de la crème, vont faire du beurre, repartiront avec, et tout ce matériel je vais pouvoir l'acquérir grâce à ça, et les gens paieront pour leur activité pour repartir avec ce qu'ils ont fait, et donc moi ça me permet d'acheter du lait chez le voisin. En gros, tout est réfléchi pour s'imbriquer donc dans le projet camping. Au début j'ai été un petit peu taquiné sur ce sujet, puisque certains youtubeurs m'ont dit en gros ouais, le mec il parle d'autonomie, il fait un camping, ça n'a rien à voir. Et en fait quand on s'y penche de plus près, l'avantage d'un camping, c'est qu'on peut créer des thématiques et le moduler comme on a envie. Et donc du coup moi mon envie c'est sur le thème de l'autonomie, et donc du coup les acquisitions pour l'autonomie ne choquent absolument pas ni banquier ni comptable, etc. Non, c'est vraiment génial, c'est très intelligent. Moi, je dois t'avouer qu'au tout début, quand j'ai découvert ta chaîne, ça fait un petit moment quand même déjà, hein, je m'étais dit, mais c'est un projet qui est... Enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, lui? Et après, en te suivant, évidemment, c'est là qu'on comprend toute l'intelligence, le fait que, comme on disait, le camping soit devenu le support dont tu avais besoin pour pouvoir t'épanouir dans la réalisation vers ton chemin vers l'autonomie. D'ailleurs, en plus, le nom de ta chaîne porte très très bien son nom. Et c'est vraiment quelque chose de... Allez, je vais utiliser un terme que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser, mais c'est joli, c'est quelque chose de joli que tu es en train de mettre en place. La beauté est importante, hein, dans le sens où survivre c'est bien, mais si on n'a pas si on vit pas dans un lieu qui soit agréable, qui soit accueillant, et honnêtement, moi j'en verrais pas l'intérêt. Mon plaisir à moi, c'est justement au quotidien de m'épanouir dans ce lieu et qui me plaît. Et en plus, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde. Ça me permet d'accueillir d'autres autonomistes. On a fait des soirées des fois jusqu'à une trentaine d'autonomistes, en comptant les enfants et tout ça. Ici, c'est et le lieu, quand les gens viennent, c'est chaleureux. Et quand un lieu est chaleureux, les gens ont envie d'y revenir. Et puis, accessoirement, ça permet aussi, de financièrement s'y retrouver quand les gens viennent. Même si pour l'instant, c'est pas encore acquis parfaitement. Hein, j'ai encore 3 ans et demi pour tout rembourser. mais à terme, effectivement, j'aurai un lieu qui est beau, qui est agréable. J'aurai le matériel pour l'entretenir. Et c'est important. C'est en fait tout. Le terme que je cherchais, il faut qu'un lieu soit harmonieux si on veut s'y sentir bien et si on veut avoir l'entrain pour y travailler. Exactement. Et ce qui est intéressant,
c'est que tout le monde peut venir, tout le monde peut être accueilli chez toi, puisqu'on peut venir en famille, en amoureux, ou même en solo, et c'est pas comme certains stages un peu, on va dire, de bushcraft, où c'est relativement limité au point de vue sécurité, tout ça, on peut pas y aller par exemple avec les enfants qui sont petits, tandis que là, vraiment, on peut venir en famille, et tout le monde peut en profiter. Tout à fait. Par exemple, il y a un stage qui va avoir lieu ici les 17 et 18 septembre prochains, qui est un stage de restauration d'outils anciens, qui est animé par Virgile, un très bon ami à moi, également autonomiste et qui habite dans le coin. Et par exemple, j'ai une personne qui vient pour ce stage, mais qui vient du coup avec sa femme, ses enfants, et c'est lui qui fait le stage, mais sa famille peut tranquillement profiter également du séjour. C'est vraiment génial. Alors, tu cumules, on l'entend là, beaucoup de projets, des réalisations, et tu es également très présent sur YouTube. Est-ce que cela ne ça fait pas beaucoup pour un seul homme, étant donné que, comme nous, tu as des journées qui sont limitées à 24 heures? En plus, on va pouvoir rajouter le fait que j'ai mes enfants, parce qu'avec les 2 enfants, ça prend du temps. Ma femme travaille encore à côté, même si ce n'est que provisoire, puisqu'à partir d'octobre, elle arrête de travailler là où elle est actuellement. Elle terminera son contrat, et donc du coup, pourra se consacrer avec moi à plein temps. Mais effectivement, pour l'instant, étant la majorité du temps tout seul, sauf quand ma femme ne travaille pas et qu'elle m'aide, c'est vrai que des fois c'est compliqué. Je ne cacherai pas que y a des fois on aimerait bien pouvoir se poser un peu comme on fait là maintenant, ça fait du bien de temps en temps. Je mettrai un bémol sur le côté YouTube, c'est-à-dire que moi c'est une seule prise, je ne refais quasiment jamais les vidéos sauf interruption importante, d'où le fait que des fois je vais bafouiller un petit peu et tout ça, et je ne fais que très peu de montage. J'ai 2 vidéos qui sont en cours de montage, dont une depuis le mois de mars que j'ai quasiment terminée, mais j'ai beaucoup de mal à y consacrer du temps. Donc c'est pour ça que je fais surtout des vidéos sans montage, et ça ne me prend pas tant de temps que ça. J'en ai par exemple fait une aujourd'hui. La vidéo dure 14 minutes. Ça m'aura pris combien de temps pour la réalisation, tout ça? 14 minutes plus 1 minute pour la mettre en ligne. C'est vraiment, je suis très minimaliste là-dessus, sinon je ne pourrais pas. Par contre, petit avantage quand même, j'ai ma grand-mère qui vit chez moi, qui a 92 ans. Et donc, ma grand-mère, qui est encore en très bonne forme, m'aide un petit peu au quotidien avec ses capacités, c'est-à-dire aider à éplucher les patates, aider après manger à débarrasser la table, ou quand je travaille et que j'ai mes enfants, s'occuper un petit peu de mes enfants. Ce qui m'aide déjà énormément. Bien sûr. Elle se rend pas compte à quel point elle est précieuse dans mon projet, même si elle a 92 ans, c'est la preuve que chaque âge a son utilité, entre guillemets. Et j'ai également, je peux aussi compter sur pas mal d'amis qui ont leur spécialité. Je prends un exemple, mon ami Pierre dont la spécialité c'est une de ses spécialités, c'est le vélo. Donc Pierre s'occupe de la restauration de tous les vélos que je récupère, sans quoi je n'aurais pas le temps. Il s'occupe de l'entretien de mes vélos, et en échange je lui donne du jus de pomme que je fais moi-même, je fais également du cidre, voilà, disons que on avance. Quand on est 2, on avance aussi vite que si on était 3. Quand on est 3, aussi vite que si on était 5, etc., etc. Et donc, heureusement, je peux compter sur l'aide de mes amis pour faire certaines choses où je mettrai 2 à 3 fois plus de temps qu'eux. Et dis-moi, tiens, je vais te poser une question. Autonomiste ou survivaliste? Et de ton point de vue, quelles sont les différences que tu pourrais trouver à ces 2 appellations? Eh bien, pour ma part, je dirais un petit peu les 2, mon colonel. Moi, je me définis à la fois comme autonomiste et survivaliste. Les 2 termes ont leur propre définition, en tout cas à mon sens. Mais moi, en tout cas, je pense qu'on peut être autonomiste et survivaliste. On peut être autonomiste sans être survivaliste. Par contre, de mon point de vue, on ne peut pas être survivaliste sans être autonomiste. Absolument, je suis absolument d'accord avec toi.
Alors, j'explique un petit peu ce que je veux dire par là. Merci. C'est que pour moi, un autonomiste, c'est quelqu'un qui essaie de réduire ses dépenses au quotidien, qui essaie d'être moins dépendant des systèmes d'approvisionnement que propose notre société. Oui. Et pour moi, un autonomiste, le terme d'autonomiste est complètement décorrélé de la notion d'effondrement. Je pense que c'est plutôt le retour à un idéal, entre guillemets, passé, d'un temps où les gens s'entraidaient, les gens faisaient beaucoup plus de choses par eux-mêmes. C'est également être autonomiste, c'est également acquérir les compétences nécessaires à pouvoir faire les choses par soi-même. Un survivaliste, pour moi, c'est tout ça, mais avec une notion différente, c'est qu'un survivaliste, lui, va plutôt se préparer à des événements qui mettent en jeu son intégrité physique et l'intégrité de ses proches. C'est-à-dire que le survivaliste va se préparer, voilà, à des événements qui pourraient l'atteindre et lui causer, comme le dit le terme, un souci en termes de survie. Et donc du coup, un survivaliste doit nécessairement, pour moi, être autonomiste, puisque les événements qui risquent de nous arriver dans les années qui viennent, et les événements qui nous arrivent déjà, vont nous causer des difficultés en termes d'approvisionnement en eau, en énergie et surtout en nourriture. Et donc du coup, le survivaliste doit, pour moi, prendre en compte ces choses-là et donc doit devenir autonomiste. Par contre, je connais des gens qui sont autonomistes, mais qui ne se définissent pas du tout comme survivalistes, puisque pour eux, leur mode de vie sera suffisant pour pouvoir maintenir leur train de vie. Et non, finalement, pour eux, un effondrement n'est pas quelque chose de compliqué, puisqu'ils auront ce qu'il faut pour s'alimenter. Très bien, c'est pour ça que je te posais cette question. Je voulais vraiment avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu es d'accord pour dire que, à la différence de l'autonomiste, le survivaliste a une notion d'anticipation? Oui, effectivement, c'est une bonne manière, très très bonne manière de l'amener. Je pense que oui, les autonomistes finalement, eux, ne cherchent pas du tout à se préparer à un effondrement. Ils cherchent tout simplement à être moins dépendants du système et c'est finalement une forme de libertarisme, l'autonomisme. Alors que, à contrario, moi je suis venu à l'autonomie par le survivalisme, puisque la première chose qui s'est passée pour moi, c'est justement de me rendre compte que un effondrement de la société pouvait arriver, et les événements actuels font que j'en suis de plus en plus convaincu, et j'ai été amené à l'autonomie par anticipation des besoins que je pourrais avoir en cas d'effondrement. La nuance que moi j'ai perçue, le survivalisme ce serait éventuellement plus de l'anticipation plutôt que de la peur, comme on aime à le dire, hein, alors que l'autonomisme, effectivement, c'est vraiment un mode de vie, bien que le survivalisme en soit un, hein, ça en devient un, mais et ça peut même être approché par le militantisme un petit peu, puisqu'on y trouve tout ce côté un peu, comment appelle-t-on ça, écologiste, prise de conscience de la terre, des choses comme ça. Même au-delà de ça, c'est que j'ai certains autonomistes que je connais qui sont venus par spiritualité. Ah oui, quand même, ouais, ok. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que leur spiritualité les a amenés à réfléchir sur le machiavélisme de la société actuelle et la décadence de la société actuelle. Et pour eux, l'autonomie était une forme un peu de pureté originelle, tu vois, c'est un petit peu le principe du jardin d'Éden. Oui. Et donc du coup, certains de ceux que je connais veulent se recréer plus ou moins leur jardin d'Éden. Après, bien entendu, j'en connais qui sont arrivés par militantisme, c'est-à-dire que leur militantisme politique et leur détestation des structures étatiques actuelles les a amenés à dire fuck, moi je préfère me démerder par moi-même pour ne pas donner d'argent au grand capital. Et d'autres comme moi, ils sont venus par le survivalisme et par non pas par la peur effectivement, mais par l'anticipation d'un effondrement, même si je mentirais si je disais qu'il n'y a pas eu au tout début une approche un petit peu de peur. Voilà, peur, mais pas pour moi directement.
Oui, oui. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que j'anticipe. Je ne peux pas vivre dans. En fait, c'est plus, j'irais même au-delà de ça, par rejet de la peur. C'est-à-dire, je dis, je ne veux pas vivre dans la peur. Et donc, si je ne veux pas vivre dans la peur, il faut tout simplement que je me crée un cocon, que je me crée un support qui fait que je ne craindrai pas que des choses difficiles arrivent, puisque je pourrais me démerder, en tout cas réduire les difficultés amenées par cette période. Absolument. C'est dans la préparation que tu as su trouver un petit peu de réconfort finalement, puisque tu t'es dit si ça devait arriver, moi je serais prêt, je ne serais pas démuni. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que dans tous les cas, bon, on est d'accord, toi et moi, il y a autant d'autonomistes et de survivalistes que de personnes, hein, mais il y a tellement de... C'est énorme. Est-ce que tu es quand même d'accord avec moi pour dire que dans la majorité des cas, on a parlé un petit peu de ça, il y a une forme quand même de rupture. Est-ce qu'on peut appeler ça une forme un peu de sécession, pas de repli sur soi, mais de se dire, moi, ce système ne me convient pas, et je vais moi mettre en place des outils qui vont me permettre de pallier aux défauts justement du système, dans le cas présent. Tout à fait. Et je pense que c'est prouvé par le fait qu'une fois qu'on met un pied là-dedans, il est quasi impossible de refaire marche arrière. C'est cette sensation de liberté et en plus d'appartenir à une communauté, un projet aussi important, fait que la rupture se crée nécessairement. On a tous l'exemple de personnes avec qui on a perdu contact ou dont on s'est éloigné parce que ces personnes sont encore bien ancrées dans ce système et donc du coup on s'éloigne puisqu'on est en rupture totale par rapport à ça. Après, il faut faire attention par contre de ne pas tomber dans l'écueil inverse, c'est-à-dire de ne pas devenir un marginal et de complètement se couper des autres et de la société. Moi, je suis quelqu'un qui est un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Sinon, s'en couper totalement, je dis pas que c'est impossible, mais c'est se couper de liens sociaux puisque les gens complètement détachés finalement sont très peu nombreux. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de contact social, de contact humain pour pouvoir m'épanouir. Et ce serait hors de question de me couper complètement. Mais je suis quand même en rupture avec la plupart de mes contemporains. Oui, je comprends. Mais tu fais acte de tempérance et d'équilibre dans ton parcours, c'est vraiment très bien. Justement, j'aimerais que tu nous expliques, enfin que tu m'expliques, que tu me racontes quel a été le déclic qui a fait que tu t'es tourné comme ça vers l'autonomie. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est quand j'ai su que j'allais être papa. Et je pense que beaucoup de personnes y sont venus le jour où ils sont devenus parents. Ça a été mon puisque cas. on se met à penser à autre chose que soi-même. Et surtout, on se met à penser au-delà de notre propre finitude, puisque on a tous, comme tous les animaux, à souhait que ces enfants se développent bien, qu'ils vivent de manière apaisée et finalement qu'ils vivent, on l'espère tous, mieux que ce qu'on vit nous. Bien sûr. Et donc du coup, voilà, cette question, c'est quel sera l'avenir de mes enfants, a été couplée avec une discussion que j'ai eue avec un ami que malheureusement je ne fréquente plus puisqu'il vit à La Réunion et que le contact s'est perdu. Mais à l'époque, j'étais joueur de jeux vidéo. Je jouais à un jeu que beaucoup connaissent qui s'appelle World of Warcraft et je discutais beaucoup donc avec cette personne, Patrick, qui habite à La Réunion et nous discutions de beaucoup de sujets. C'est quelqu'un qui est très intelligent, très intéressant et très intelligent. Et donc du coup, un jour, il m'a posé une question. Et face à cette question, je vais être franc, je suis resté idiot. Et il m'a dit, t'as pas l'impression des fois qu'on nous dit pas vraiment la vérité sur la façon dont le monde tourne, qu'on essaie pas un peu de nous rassurer que finalement, on vit un petit peu comme dans Matrix, un peu dans une illusion de la réalité. Et là, je suis resté con. Je me suis jamais posé la question. Et là, je me suis dit, c'est marrant. C'est quand même une question fondamentale qui m'avait été posée. C'est quelque chose
où je me suis rendu compte que je faisais ma petite vie sans même. Tiens, je vais prendre un exemple. Il y a une phrase dans Matrix qui est prononcée par l'agent Smith, c'est ces millions de vies anonymes qui vivent sans même s'en rendre compte, en fait. Et je me suis rendu compte que je vivais sans me rendre compte de ce que je vivais. Et de là, j'ai commencé dans un premier temps, à tomber dans ce qu'on pourrait appeler la complosphère. Oui. J'ai commencé à voir des complots partout. Bon, je pense que certains d'entre nous y sont déjà passés. Même beaucoup d'entre nous y sont passés. Et il ne faut pas renier, c'est une étape importante dans nos vies. Ce qu'il faut, c'est ne pas y rester et à un moment se poser les questions, est-ce que je ne suis pas tombé dans l'inverse de ce que je prônais. Et finalement, donc, passé cette première période, je suis tombé donc sur une vidéo de quelqu'un que tout le monde connaît, je pense, dans tes auditeurs, à savoir sur une vidéo de Piero San Giorgio, qui était interviewé, il était à Genève, en Suisse, et donc du coup, où il parlait donc du coup d'effondrement. Et j'ai dit, bah tiens, la façon dont il l'aborde, il a l'air plutôt apaisé, ce monsieur. Il part pas dans des délires d'extraterrestres, d'Illuminati ou que sais-je. Exact. Et je me suis dit, bah tiens, je lisais pas beaucoup à l'époque, et j'ai dit, bah tiens, son bouquin, je vais le lire. Ça a l'air intéressant. Et je l'ai dévoré. Mais quand je dis dévoré, c'est que je n'arrivais plus à en décoller les yeux. Et en quelques jours, j'ai passé quelques jours, c'est tombé pendant mes vacances, à ne faire que lire. Et ça a été la grosse claque dans ma vie. Et là, je me suis dit, putain, tu vas être papa. C'était juste avant l'accouchement de ma femme. Et là, je dis, tu vas être papa. Tu ne peux pas laisser ta fille vivre dans un monde aussi difficile. Enfin, en tout cas, qui va devenir difficile. En pleine dégénérescence. Tout à fait. Voilà, en pleine... on peut le dire à l'époque déjà, en plein effondrement, hein, puisque c'est pas un processus sur une journée. Et donc du coup, j'ai dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose, et c'est là que tout a démarré. D'accord, je comprends. Alors, déjà, on peut remercier Blizzard Interactive, tu vois que je connais moi aussi. Merci à eux. Même si moi j'étais plus Sega que PC. Et tu as parlé de quelqu'un de très important, je pense, qui compte pour beaucoup d'entre nous, effectivement, Piero San Giorgio. Moi-même, son livre, j'ai dû l'acheter 2 fois parce que je l'ai prêté, il a disparu. Pareil, exactement la même. J'en suis au 3e. Oh là 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 là, moi j'en suis qu'au 2e, mais c'est un bouquin, je pense, alors je vais pas utiliser le terme de Bible, mais c'est le guide des castors juniors des survivalistes. C'est un livre qui nous aide un petit peu à prendre conscience de beaucoup de choses. Il a réussi à condenser dans ce livre tout ce qui peut nous intéresser, tout ce qui peut nous aider vraiment à nous installer. Je pense qu'on est nombreux à lui devoir beaucoup, et pour ça nous disons tous merci à Piero San Giorgio. Pour dire où je me souviens maintenant où j'ai vu la première fois sa vidéo, où il en parlait, c'était justement sur un site de gros complotistes à l'époque qui mélangeait un petit peu tout, et ça s'appelait les Moutons Rebelles. D'accord. Et donc du coup c'était un site où il y avait des dizaines d'articles par jour de balancés, que ça aille des extraterrestres à Hitler est en vie en Argentine, mais il y a eu miraculeusement cette vidéo qui est passée. Aujourd'hui, je retournerai sur ce site, ça serait indigeste, mais n'empêche que je ne renie pas cette période, sans quoi je n'aurais jamais découvert Piero. Ça fait partie de l'évolution, de toute façon. Quand on commence à, on va dire, tiens, un mot très complotiste, à s'éveiller, à se réveiller, quoi, à être aware, comme dit Jean-Claude, c'est vrai qu'on a un cheminement, et certains sont passés par ce chemin-là, et puis on évolue. Le principal, c'est de pouvoir évoluer, d'avoir assez d'intelligence pour pouvoir s'extraire de ce milieu-là, mais effectivement, ça peut être un tremplin.
Bien sûr, tout comme à une époque, et je le dis ouvertement, tout comme à une époque, moi je suivais du Soral. Et Soral d'ailleurs et San Giorgio avaient fait une conférence ensemble. J'en suis sorti également puisque j'ai repéré certaines choses qui ne me plaisaient pas et en approfondissant ma réflexion, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à ma vision de la vie, trop voilà, pareil, toujours pour les mêmes raisons. Et voilà, mais il faut pas avoir honte de son passé, il faut pas cacher le fait qu'on est passé par des étapes qu'aujourd'hui par lesquelles aujourd'hui on ne repasserait plus, mais qui ont fait notre cheminement, effectivement. Et c'est pour ça, d'où l'intérêt justement de ton intervention chez nous ce soir, puisqu'au moins peut-être tu pourras éviter cette forme un peu d'écueil, et puis d'aller directement à l'essentiel. Alors, tu me parlais tout à l'heure du fait que quand tu es devenu papa, ça a été un des déclics. Moi-même, j'ai eu ce cas-là. Quand j'ai été papa de mes enfants, j'ai vraiment vu le monde différemment. C'est vrai que ça m'a beaucoup... ça a changé mon regard sur tout ce qui m'entoure. Et j'aimerais justement, puisqu'on parle un petit peu de famille, ton entourage dans tout ça. Par exemple, peut-être éventuellement ton épouse, ou je sais pas moi, tes proches, ta famille. Comment cela a-t-il été perçu? Est-ce qu'on t'a pris pour un illuminé du jour au lendemain? Est-ce qu'on t'a dit ça y est, hyperpied, devenu fou? Comment ça a été perçu par ton entourage? Alors moi j'ai la chance d'avoir un entourage très bienveillant. Au début, j'étais un petit peu Cassandre, faut quand même admettre, hein, le syndrome de Cassandre existe. Et au début, on a une telle somme d'informations qui nous arrivent qu'on veut la partager avec ses proches, on veut protéger ses proches, donc on essaie de leur en parler. Et au début, alors ils n'ont jamais employé ces termes d'illuminés, mais ils ont tous, enfin pas tous, mais mes parents, ma femme, mes proches, voilà, ont commencé à me dire t'exagères peut-être un peu, prends le temps de réfléchir et tout ça, mais sans pour autant essayer de me dissuader. Je pense que dans notre famille, on a cette chance, c'est que on accepte entre guillemets les lubies de chacun et on le laisse évoluer là-dessus. Et je pense que il faut savoir accepter les personnes qui sont sur entre guillemets le chemin et sans les juger. Et dans ma famille, on m'a toujours enseigné ça et ça a été appliqué pour moi. Et petit à petit, j'ai commencé un petit peu seul à me préparer. Alors je dois admettre, j'ai perdu des amis par rapport à ça, puisque ma famille très proche, bon là il n'y a pas eu de souci, mais j'ai des amis qui eux n'étaient pas prêts à ça, ils m'ont vu changer très rapidement, hein, et donc du coup ils n'ont pas vraiment suivi. Et petit à petit, à force de travail, de persévérance, et à force de peut-être aussi de ma part d'avoir un discours plus tempéré, plus modéré et plus digeste, j'ai pu amener certaines choses et les événements évoluant depuis 12 ans maintenant que j'ai commencé font que les gens petit à petit se disent c'est vrai que depuis il mange quand même des bons légumes chez lui, il a son élevage, il a ceci, il a cela. Et tiens, c'est bizarre, mais plus personne n'a d'huile de tournesol. Lui, il a encore 50 litres chez lui. Peut-être qu'il a bien anticipé. Et petit à petit, les gens se rendent compte que ce qu'il nous disait au fur et à mesure de son évolution, finalement, il raconte pas que des bêtises. Tiens, c'est vrai que sur ce point-là, il a eu raison. Et tiens, quand il nous disait faites un petit peu de stock de tel produit, finalement on est bien content de l'avoir fait et de l'avoir écouté. Et en fait, je pense que le meilleur moyen de convaincre ses proches, c'est pas de leur sauter dessus en leur disant il va se passer ça, préparez-vous. C'est de montrer l'exemple et petit à petit ils rejoignent. Et aujourd'hui, je prends l'exemple de ma femme. Avec ma femme, on est en parfaite harmonie par rapport à tout ça. Puisque elle a ses propres spécialités, elle a bien conscience de ce qui se passe. Au début, elle l'a rejeté, puis elle a eu peur de l'effondrement.
parce qu'elle a vu que ça pouvait arriver. Et finalement, aujourd'hui, elle est aussi apaisée que moi. Ma mère, c'est pareil. Bon, mon papa, malheureusement, nous a quittés il y a 3 ans et demi. Mais lui, limite, il n'en avait pas besoin puisqu'il était déjà autonomiste sans le savoir. En tout cas, sur pas mal de choses. Bien sûr. Mais finalement, les gens ont rejoint le wagon petit à petit. Et aujourd'hui, 90% des gens qui m'entourent sont autonomistes ou au minimum m'aident dans mes démarches. Et donc voilà. Mais un peu moins du côté de la famille de ma femme, même si ça commence à faire son chemin petit à petit. Il faut dire que la situation globale ne nous donne pas tort. En tout cas, pour nos compagnes, il faut convaincre, parce que nous n'avons pas eu l'occasion, je ne veux pas employer le terme chance, mais nous n'avons pas eu l'occasion de les rencontrer sur des sites de rencontres survivalistes. Alors il faut les amener. Pas du tout. Moi, je connais ma femme depuis que nous sommes tout jeunes. Moi, ma femme avait 15 ans quand je l'ai rencontrée. Oh là là, comme Christophe, hein. Dis donc, vous êtes des oui, romantiques. Oui, exactement. On a beaucoup de points communs. Oh là là, excellent, excellent. Et comme Christophe, je dirais la même chose que lui. J'aurais pas pu rencontrer mieux que ma femme. Honnêtement, quand je vois aujourd'hui, avec ses défauts et ses qualités, mais combien de femmes accepteraient que le moindre argent qui rentre à la maison parte dans de l'outillage, parte dans des graines, partent dans des outils permettant de devenir le plus autonome possible. Combien de femmes, dans la société aujourd'hui, j'entends, n'en ont rien à cogner des fringues qu'elles portent. Ce qui ne les empêche pas d'être très belles et très élégantes, que ce soit Sabrina pour Christophe ou ma femme. Ce sont des femmes qui sont très élégantes, très belles, mais qui sont capables de foutre les vieilles bottes, le vieux pantalon troué et le machin pour aller, et c'est même presque leur tenue du quotidien, pour aller bricoler, jardiner, et qu'elles acceptent ça. Moi, j'aurais pas pu rencontrer une femme plus adaptée à ça. Ça, c'est une bénédiction, David, d'avoir une femme comme ça. Moi, je sais que, bon, évidemment, je vois toutes ces femmes dont on parle. Alors, la tienne, je n'ai pas la chance de la connaître ni de l'avoir vue. Ah si, je crois qu'elle est apparue dans une vidéo. Si, je me trompe. Oui, le reportage de Vincent Lapierre, mais elle est très timide. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas sur mes vidéos, parce qu'elle est très, très, très timide. Elle ne veut pas apparaître sur les vidéos. Éventuellement la voix bientôt pour un petit tour du jardin, mais on la verra que très rarement. Tu sais que ici au Survivalist Social Club, les femmes ont toute leur place. Je vais bientôt en recevoir une autre, mais c'est une surprise. Donc je cherche vraiment à leur donner la parole au maximum, parce que pour moi, les femmes, c'est vraiment une bénédiction. D'ailleurs, nous le voyons, que ce soit avec Sabrina, avec ton épouse, avec Agnès, et moi je le vois au quotidien avec ma femme. Dis-toi que ma femme, j'en avais déjà parlé, alors je sais plus où c'était, dans quelque part, je sais pas si c'était dans une de mes vidéos ou lors d'un live où j'étais invité. 3 jours après son accouchement de ma première fille, ma femme est en train de couper du bois dehors. Alors tu vois, wow. et pourtant, c'est une petite nana coquette, mignonne et tout. C'est pas une grosse allemande ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est sûr qu'on n'a pas la même. Écoute, moi je suis pas au courant de ça. Hein. Je sais pas. Bon. Non, mais je vais l'appeler parce qu'elle est au boulot ou pas. c'est des warriors. Tu sais quoi ? Elles sont là, elles nous soutiennent. On a besoin d'elles. Quand ma femme n'est pas là, regarde, tiens, je vais te dire un truc que j'avais dit en off à Christophe la dernière fois. Je vais profiter de le dire ici. Moi, quand je peux pas travailler si je suis tout seul à la maison, j'ai pas le moral. Et voilà, D'accord. Alors je bosse, moi, si. Je fais des choses parce que j'y suis contraint, mais j'ai pas le même entrain, tu vois. J'ai pas cette petite chose qui fait que je vais fredonner tout en faisant mon travail. Je le fais parce qu'il faut le faire. Mais quand elle est là, alors là, j'abats 2 fois plus de boulot. C'est là où je voulais en venir. Moi, en fait. Je suis quelqu'un. En fait, nous, on est très bien répartis en termes de travail et tout ça. Alors, on travaille pas beaucoup ensemble. En fait, c'est paradoxal, mais quand elle est ici, on fait chacun des choses de notre côté et on est ensemble quand il y a besoin pour être plus efficace.
mais par contre, on a trouvé cet équilibre très naturel. Mais bon, ça, c'est plus mon caractère à moi. Moi, je suis c'est assez paradoxal. Je vois énormément de monde, mais j'ai besoin d'être beaucoup seul également. Et quand je travaille, je suis plus efficace tout seul pour certaines tâches. Mais par contre, ma femme a un sens de l'organisation qui est bien meilleur que le mien. Elle a un sens des priorités qui est bien meilleur que le mien. Et quand elle est là, voilà, j'ai envie de dire, en fait, nous, on n'a pas un, mais deux chefs de famille. En fait, elle est chef de famille sur certains sujets et moi sur d'autres. Et effectivement, et ça, tu en parles souvent dans le Survivalist Social Club, c'est que les hommes et les femmes, et ça malheureusement la société aujourd'hui essaie de nous faire croire le contraire, ils sont ultra complémentaires. C'est une nécessité, je pense, d'être conscient que il faut pas qu'on cède à ce qui se dit aujourd'hui et qu'on soit vraiment en phase les uns avec les autres, parce que quand hommes et femmes s'assemblent, c'est formidable. Alors, je ne suis pas en train de dire hommes et femmes dans le sens couple. Il y a des couples de femmes ou des couples d'hommes qui sont également ultra complémentaires et qui travaillent très 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 dur ensemble et qui prennent naturellement ces rôles-là. C'est pas, ça n'a rien de misogyne ou sexiste ou quoi que ce soit de ma part. Bien sûr, non mais je comprends très bien ce que tu veux dire, absolument. Tout ça, ce n'est pas le genre de la maison, si l'on peut dire. Exactement. Non, bien sûr qu'il y a des couples d'hommes et des couples de femmes qui sont tout autant efficaces. D'ailleurs, j'envoie ici toutes mes amitiés et un gros bisou à la vilaine mémère qui nous a démontré, mais bien sûr, pensez à elle notamment, qui nous démontre au quotidien qu'elle est là, qu'elle fait partie de la famille. Et voilà, elle est indéboulonnable, notre vilaine mémère à qui nous pensons et à qui nous envoyons de gros bisous. Tout à fait. Alors dis-moi, tu as bénéficié d'une sacrée exposition quand même sur internet, avec le reportage notamment, je pense à celui de Vincent Lapierre. Moi c'est là que je t'ai découvert la toute première fois, conjugué au succès de la chaîne YouTube. Et dis-moi, est-ce que cela a changé quelque chose dans ton cheminement ou bien dans ton quotidien ? En bon normand que je suis, je vais te répondre oui et non. Ouais. Alors oui, ça a changé beaucoup sur tout ce qui est rencontre. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au culot et j'arrive à rencontrer beaucoup de personnes sur ces sujets-là, autour de l'autonomie, autour du survivalisme, etc. Ouais. Des fois sur d'autres sujets, notamment eu égard à la crise sanitaire qui a eu lieu, j'ai également rencontré des personnes actives dans on va dire dans la lutte entre guillemets contre les dérives que cela a pu entraîner. Ouais. Et donc du coup, ça m'a permis de rencontrer un très 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 large panel de personnes, certaines avec qui je n'ai plus contact, mais certaines avec qui j'ai gardé contact. Et dans les amis que j'ai aujourd'hui et qui se préparent en termes d'autonomie, il y en a au moins les 2/3 que j'ai connus grâce à Vincent, grâce par exemple à tout ce qui est attrait au fameux virus. Ouais. Et donc du coup, ces personnes-là aujourd'hui forment mon entourage, qui serait beaucoup moins important. On serait pas donc nous on a une trentaine environ de proches amis à se préparer. Ouais. Et donc du coup effectivement sur le lot il y en a au minimum une vingtaine qui viennent de directement ou indirectement on va dire du fait que je sois assez actif sur internet et que je contacte régulièrement du monde pour on va dire mettre en avant mon projet. Ouais. Et montrer que l'autonomie et le survivalisme c'est pas juste des psychopathes avec des flingues, mais des gens du quotidien un petit peu. Oui, c'est sûr. Par contre, sur mon projet en lui-même, sur la vision que j'ai de mon projet, ce que je veux en faire, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que voilà, j'ai toujours prévu d'être autonome en nourriture, en eau, en énergie, etc.
ça n'a fait juste que modifier mon entourage, mais pas le projet en lui-même. Est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, David, selon toi, quelle doit être la plus grande qualité d'une personne qui se prépare ? Alors pour moi, une des grandes qualités que j'essaye de développer, qui n'est pas si facile à acquérir, c'est ce que je pourrais résumer comme, dans un précepte philosophique qui est le stoïcisme, avoir le sang-froid. Puisque malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont, à contrario, le sang chaud. Et avoir le sang chaud, ça te met en risque d'agir sans réfléchir. Et quand on agit sans réfléchir, par définition, on peut faire beaucoup d'erreurs. Et donc, du coup, mal apprécier des situations qui peuvent nous être, du coup, fatales. Je prends un exemple, c'est plutôt que de réfléchir à une situation où quelqu'un t'aura agressé verbalement ou sur un sujet pour lequel finalement il n'y a pas tellement d'importance. En agissant sans réfléchir, on agit en prenant des risques finalement. Bien sûr. Je prends un exemple. On a quelqu'un en face de nous qui nous emmerde pour une broutille. Mettons, je vais dire une bêtise, quelqu'un qui t'a pris ta place de parking alors que tu allais rentrer dedans. Tu as deux façons d'agir. Tu as la façon du sang chaud et la façon du sang froid. Moi, mon sang froid me fait dire, bon, il y a d'autres places, je vais chercher, tant pis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête pour si peu ? Le sang chaud, il va sortir de sa bagnole, il va aller au contact de l'autre personne. Oui, tu m'as pris ma place de parking, etc. Imaginons que tu es quelqu'un qui s'est beaucoup préparé, tu as beaucoup travaillé à ça. Pas de bol, le mec en face, c'est un psychopathe. Il avait une arme sur lui, il te tire dessus, mettons dans la jambe, sans aller jusqu'à la mort, et tu perds l'usage de ta jambe. Super, tu t'es préparé pendant longtemps. Et tu te retrouves plus pouvoir faire grand-chose, ou beaucoup moins en tout cas, parce que tu n'as plus l'usage de ta jambe. Tu as agi par sang chaud et tu te crées des problèmes qui n'ont pas réellement lieu d'être. Agir avec sang-froid ne veut pas dire ne pas agir, ça veut juste dire agir dans des situations où réellement il y a un intérêt d'agir. Et moi qui suis quelqu'un qui prône et qui travaille beaucoup autour de la thématique du stoïcisme, j'incite vraiment les gens à acquérir cette qualité d'être capable de réfléchir avant d'agir et de se rendre compte qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que de s'énerver pour pas grand-chose. Et je pense que c'est une vraie qualité puisque pour certains c'est inné, pour d'autres c'est acquis. Moi c'est mon cas. Alors effectivement, je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'acquiert par sagesse et par maturité. Peut-être que quand on est jeune, on est un petit peu tout feu tout flamme comme ça. Et toi, tu as un avantage par rapport à nous, c'est que de la Normandie, tu es beaucoup plus proche que l'Angleterre et de son fameux flegme anglais. C'est vrai. Mais paradoxalement, les Anglais, c'est des chauds. Ah oui, mais enfin, ils ont quand même cette réputation de pouvoir... il faut que ça monte quand même. La cocotte minute, il faut qu'elle monte. Hein. Et si je voulais troller un tout petit peu, j'ai envie de dire... regarde le bordel qu'ils ont mis au Stade de France. Oh, ces Anglais, mon Dieu, affreux. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Ah, c'est génial. Eh bien, notre petit moment touche à sa fin. Avant de nous quitter, c'est une tradition ici. Aurais-tu, s'il te plaît, mon cher David, un livre ou un film, ou peut-être même les deux, occasionnellement, à conseiller à nos amis qui nous ont fait le plaisir de nous écouter jusqu'à maintenant? Ah bah tout à fait. Alors, pour le film, alors c'est un film de fiction, mais que j'aime énormément, puisqu'il est bien plus survivaliste qu'il n'y paraît. C'est le film Interstellar. J'aime beaucoup ce film me donne des frissons à chaque fois que je le vois. Moi en plus je suis quelqu'un qui a beaucoup les yeux dans l'espace et donc ce film en fait pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est tout simplement la Terre est en train de dépérir, mais vraiment pas comme les films catastrophistes à la Mad Max mais c'est une Terre qui s'éteint petit à petit, qui fane. Qui fane exactement. Et en fait, c'est la chose vers laquelle peut-être que nous risquons d'aller. Et donc du coup, finalement, c'est l'histoire
de quelqu'un qui part dans l'espace, abandonnant sa famille, sans savoir s'il va pouvoir rentrer, pour donner un très 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 mince espoir aux terriens et à sa famille de s'en sortir. D'accord. Et en fait, ce film-là, premièrement, nous montre à quel point nous sommes petits et fragiles, à quel point l'espace est grand. Et ça, bon, rien que pour ça, j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ce film nous montre que finalement, notre planète, même si certains pensent qu'il y a une planète B, notre planète, c'est peut-être la meilleure pour nous, puisque c'est là qu'on a grandi. Ça nous montre également qu'il faut en prendre soin, mais également... c'est un très beau message sur le sens du sacrifice, parce que être capable, comme ce monsieur dans le film, de se sacrifier finalement, en se disant que peut-être par son sacrifice, ma famille, mes enfants et mes proches vont pouvoir s'en sortir, finalement c'est un message qui me parle beaucoup. Et donc du coup, moi c'est quelque chose, voilà, je me sacrifie, entre guillemets, je sacrifie mon temps de loisir, je sacrifie un petit peu, même si j'adore ce que je fais, hein, je sacrifie un petit peu mes années, je ne pars que très peu en vacances, mais parce que je veux que mes enfants puissent avoir justement un avenir le meilleur possible et leur assurer une survie la plus agréable. Et donc voilà, c'est pour ça que ce film me parle beaucoup. Puis au-delà du fait que la réalisation est magnifique, le film est beau, le film est intelligent, il est beau, il est plein d'émotions et voilà, pour moi c'est vraiment, s'il est à classer dans mon top 5, voilà, il y a sa place sans problème. Et enfin un bouquin. Pour moi, c'est pour moi le meilleur bouquin que j'ai jamais lu. Beaucoup de gens le connaissent. C'est le livre 1984, qui est juste pour moi une référence sur tout simplement certains des rouages de notre société. Absolument, mais c'est également, je pense, le livre avec le titre le meilleur au monde, puisque 1984 est pour moi la meilleure des années de toutes, puisque c'est l'année où je suis né. Ah, c'est l'année de naissance de ma femme également. Et 1900. Alors Interstellaire, je connais pas. Enfin, je connais de nom. Je connais le titre du film. Je vois que c'est dans l'espace et tout ça, mais je connais pas. Par contre, 1984, je l'ai relu pendant le confinement parce que j'avais le temps. Mais c'est un livre, mon Dieu, d'anticipation. Moi, j'ai l'impression des fois d'y être. J'ai l'impression d'y être. Oui, c'est vrai. Ah, oui, il est d'une intelligence incroyable, ce bouquin. Il est, en fait, beaucoup de gens l'ont lu et ça leur a ouvert les yeux sur les manipulations qu'ils subissent, la manipulation d'histoire, la société de surveillance. Et voilà, c'est juste pour moi une des œuvres majeures. Et il faut savoir que du coup, son auteur avait vraiment à cœur de nous avertir, parce que c'est quelque chose qu'il avait anticipé. George Orwell est un vrai visionnaire, j'ai pas d'autres mots. Oui, non, c'est clair et net. Il faut l'avoir lu, il faut s'en être imprégné, et puis de toute façon, il suffit de vivre à notre époque pour vraiment comprendre ce qui va nous arriver. Oui, c'est vrai. Et bien voilà, David, nous avons fini. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire à nos amis qui sont avec nous ? Oui, votre famille, vos enfants sont précieux. Protégez-les, préparez-vous, anticipez. C'est très important. Pour moi, les enfants, c'est ce qui compte le plus dans ma vie. Et le sourire d'un enfant est trop précieux pour le voir gâché par des difficultés qu'on aurait pu anticiper. Voilà, tout simplement. David, je te remercie pour ta participation à ce podcast. Je t'ai fait cavaler, mon pauvre. Mais finalement, on y est arrivé. À toutes fins utiles, je précise que nous sommes le 7 juillet. Et que ça fait un bon moment déjà. Je crois qu'on s'était contacté vers le début avril déjà. Et juste une toute petite chose, petit aparté qui n'a rien à voir, mais effectivement, tu viens de me rappeler que nous sommes le 7 juillet et cela fait aujourd'hui 10 ans que je suis marié à ma femme. Waouh, énorme. Eh ben dis donc, c'est excellent.
Aussi donc, j'invite nos amis qui ne le sont pas encore à te rejoindre sur ta chaîne YouTube. Évidemment, je mets le lien dans la description. David, mille merci, ça a été vraiment pour moi une super émission et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi et à très bientôt à tous tes auditeurs. Et puis, bon courage à tous. Quel plaisir, si je passe par la Normandie, je ne manquerai pas de venir de te faire une petite bise. Il y a intérêt. Voilà, chers amis, ce Survivalist Social Club touche à sa fin. Sachez que le club est ouvert à tous. Si vous aussi vous souhaitez y participer, rien de plus simple. Écrivez-moi à lesurvivalistfrançais@protonmail.com ou contactez-moi via le canal Telegram Les Survivalistes Français. Je vous mets les liens dans la description. C'est avec plaisir que nous partagerons autour d'un verre un moment convivial. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires, vous savez que je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Survivalist Social Club. Salut!